Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans cette émission à la loupe, une émission de débat citoyen. Nous sommes en période d'hivernage. L'importance des pluies entraîne des inondations dans certaines localités du Sénégal. Qui dit inondation pense forcément à assainissement. L'assainissement pour tous, un défi à relever, c'est le thème de cette émission. Nous allons parler d'assainissement d'eau usée et d'assainissement d'eau pluviale. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, M. Lassana Gagny Sakho. M. Sakho, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour. Bonjour Alassane, tout le plaisir est pour moi. Merci pour cette opportunité. Je profite pour saluer également vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Sur ce plateau également, le directeur général de l'AGETIP, M. Elhadji Malick Gueye. M. Gueye, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour. Bonjour Alassane, merci de nous donner l'occasion de parler de nos projets que nous sommes en train de réaliser à Dakar et dans les autres régions du Sénégal. Merci M. Gueye. Sur ce plateau également M. Babacar Dieng, ancien directeur général de la SONES, expert en eau et assainissement. M. Dieng, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour M. Cissé, tout le plaisir pour moi de participer à cette émission. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons comment Dakar avait réagi par rapport aux premières fortes pluies. C'est un sujet signé Mam Moussagnan. Lendemain de pluie à Dakar, ça circule normalement sur l'autoroute Limamoulaye. Bizarre, depuis belle lurette après la pluie, point de mouvement de véhicules pour sortir de Dakar. Cette année, apparemment, des dispositions sont prises pour un bon fonctionnement du tronçon pompier-Patte-d'Oie. C'est un réseau de 120 km qu'on est en train de curer. On est à peu près à 90%. Mais en plus de ça, on a un marché de pompage. C'est-à-dire les points critiques où il n'y a pas de système d'assainissement. On envoie des camions hydrocureurs pour aspirer. Le Grand Bao, sur la route nationale, on avait beaucoup de problèmes il y a quelques temps de ça. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un système de caniveaux sur 800 mètres de long qui va permettre de soulager non seulement la route nationale, mais également toutes les populations qui tournent autour. Une seule pompe a fonctionné avec cette dernière pluie. Le bassin n'a pas été d'ailleurs rempli et le dispositif a repris mécaniquement pour reverser l'eau dans le canal 6. L'autoroute, c'est aussi l'agence chargée des grands travaux de l'État, l'APIX, qui, à côté de l'AGEROUTE, a mis en place un grand bassin d'une capacité de 4400 m3 d'un débit de 4,8 m3 par seconde pour évacuer les eaux de cette nappe à fleur de sol. Des eaux qui proviennent, entre autres zones, du plateau de Colobane. Nous récupérons les eaux de la nappe, d'une part, les eaux pluviales de toute la zone. On a été en sous-sol visiter les évacuations et tous les réseaux drainants intérieurs. Nous récupérons l'eau dans ce bassin et ce bassin en tampon rempli viendra déverser l'eau sur le canal 6 qui est sous la responsabilité de ONAS. Nous travaillons tous pour les populations et nous travaillons tous ensemble pour réaliser les missions de son Excellence le Président Macky Sall. Les ressources étant limitées, on a jugé nécessaire d'aller dans une collaboration beaucoup plus importante pour optimiser ces ressources. Sur le terrain, cette collaboration se manifeste surtout au rond-point de la Caisse de sécurité sociale à Colobane. Il y a ONAS qui se charge de l'entretien et de la maintenance de tous les ouvrages d'assainissement et qui, avec un fonds d'assainissement qui a été préparé et qui est dans le circuit, je crois que sera en mesure d'entretenir ces ouvrages-là. Aujourd'hui, on en travaille ensemble pour que nous, on le prenne en charge. Vous avez le pont dans l'émergence également qui était géré par l'AGEROUTE, on l'a pris ensemble. Et je crois que c'est ça qu'il faut, dans cette direction qu'il faut qu'on aille. Des routes, l'ADM en a construit à Keur Massar, des routes spéciales. Spéciales parce qu'elles renferment un système de canalisation d'une dizaine de kilomètres. Du coup, ici, l'accès est désormais possible en toute saison et les eaux de pluie sont évacuées dans les meilleurs délais vers des bassins aménagés. Tous les bassins sont interconnectés avec une canalisation et au-dessus des canalisations, il y a des pavés. Et ça, c'est jusqu'au fond de Keur Massar, tout est bien huilé. Pendant l'hivernage, on ne pouvait pas se mettre ici. C'était un lac ici. Il y avait de l'eau pratiquement jusque-là, à hauteur de poitrine. À Keur Massar, cette année est une phase test. La première pluie a montré les performances des ouvrages. Avec les ouvrages qu'on a réalisés, avec les voiries
qu'on a réalisés, les ouvrages de canalisation, les bassins, comme celui qui est derrière moi. Il y a également des stations de pompage 3 stations de pompage qu'on a réalisées. Tout cela pour contribuer à la lutte contre les inondations. Seulement, il faut protéger ces ouvrages et l'ADM, qui a fait de gros investissements à Keur Massar et environ, compte sur ses partenaires de l'ONAS et les populations. Il faut une démarche cohérente de l'ensemble des structures de l'État qui travaillent pour permettre d'optimiser non seulement les ressources, d'avoir des ouvrages durables, mais également de pouvoir impacter positivement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. En attendant, les structures de l'État ont décidé de mettre en place un cadre formel de la vie des différentes parties qui s'activent dans le domaine de l'assainissement. Ce cadre est devenu indispensable pour garantir une durabilité des acquis de l'État dans ce secteur. Merci Mame Moussa Niang. DG, ça c'était lors des premières fortes pluies, mais maintenant la situation a certainement changé parce qu'on entend à Cambérène les populations appeler au secours, mais également aux parcelles, il y a des cas d'inondation. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites à ces populations? Ce que je réponds d'abord, je commencerai par féliciter pour le premier reportage et je termine par la conclusion de Mame Moussa Niang. Vous avez plusieurs acteurs dans l'assainissement, vous avez des ressources limitées. Nous avons déjà commencé à travailler ensemble, mais il faut aller beaucoup plus loin et définir un cadre d'intervention, une seule structure qui s'occupe d'assainissement. Tout le monde ne peut pas faire de l'assainissement. Je pense que ce qu'on a fait cette année a permis de limiter les dégâts. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin et avoir un seul interlocuteur qui agit dans l'assainissement, que ce soit pour les eaux usées que pour les eaux potables. Je pense que ça, c'est un changement majeur qu'il faut apporter. Qu'est-ce que nous répondons? Mais avant de répondre, je pense qu'il faut revenir sur pourquoi nous en sommes arrivés à ça. Oui. En 1980, 90% des eaux de pluie allaient dans le sol, en infiltration, et 10% allaient dans le ruissellement. En 2020, c'est complètement la différence. Aujourd'hui, vous avez 10% des eaux qui vont dans le sol et 90% qui vont dans le ruissellement. Et ça pose des problèmes, en fait. En réalité, nous avons plus un problème d'aménagement de territoire, un problème de respect de certaines règles qu'un problème d'inondation. On viendra un peu plus dans le détail. Maintenant, qu'est-ce que nous disons aux populations de Cambérène? Qu'est-ce que nous disons aux populations des parcelles? Qu'est-ce que nous disons également aux populations de Keur Massar? C'est commencer par reconnaître qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à corriger. C'est également montrer la disponibilité de l'ONAS, des sapeurs-pompiers et de tous les corps de l'État pour essayer de trouver des solutions structurelles. Ce qui s'est passé à Cambérène, on va aller dans le détail. Cambérène, c'est un point bas dans certaines zones. Il y a eu une forte pluie qui n'a jamais été attendue et il y a eu des inondations. Mais on a réagi très rapidement. Les parcelles assainies, c'est également la même chose qui s'est passé. Ce que nous disons aux populations, nous sommes auprès des populations, nous avons une mission de service public et nous travaillons pour trouver... L'ONAS est sur le terrain pour les appuyer. L'ONAS a 300 personnes en permanence sur le terrain. Oui. 300 personnes en permanence sur le terrain qui sont auprès des populations pour régler les problèmes. Oui. Mais il faut qu'on aille dans la durabilité, que l'ONAS n'ait plus à mettre des gens sur le terrain pour régler les problèmes. Et nous y sommes, nous sommes sur la voie et je pense que je viendrai plus en détail sur ce qui est prévu d'être fait. Merci, M. Sakho. DG, M. Gueye, dans le reportage de Mame Moussa Niang, on a souligné un peu cette dynamique partenariale qui existe entre l'ONAS et les différentes structures. Est-ce que c'est cette dynamique que vous avez, AGETIP et ONAS notamment, pour soulager les populations en termes d'assainissement? Merci beaucoup. Bon, je vais aller même plus loin. Comme vous le savez, AGETIP, c'est une agence gouvernementale à mission transversale qui travaille avec tous les départements ministériels, mais avec les directions techniques aussi de certains ministères. Aujourd'hui, pour le thème qui nous réunit, on parle de l'assainissement. Je parlerai de l'ONAS, mais je parlerai aussi de APEX que nous représentons dignement dans la banlieue. Car, comme vous le savez, l'autoroute à péage traverse dans la banlieue des quartiers densément occupés et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles compte tenu de la structuration de l'habitat social. Et depuis 2012, le gouvernement, avec l'appui des bailleurs de fonds, que sont la Banque mondiale et l'Agence française de développement, est en train de faire un important travail de structuration d'abord de Pikine Irrégulier Sud, en collaboration bien sûr avec l'ONAS, parce qu'on ne fait rien sans l'autorisation de l'ONAS. Et vous me permettrez de remercier le directeur général de l'APEX qui nous a fait confiance et qui nous a délégué
depuis 2012 un montant de plus de 40 milliards pour la restructuration de Pikine Irrégulier Sud et le volet assainissement occupe la première place. Et qu'est-ce que vous faites sur place? La restructuration, comme je vous l'ai dit tantôt, les communes de Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao, en fait, ces populations-là habitaient dans des zones non aedificantes, donc qui vivaient pratiquement dans les eaux. Une bonne partie de ces populations, à peu près 200 000 personnes, qui vivaient 10 mois sur 12 dans les eaux. Et il fallait non seulement restructurer, mais il fallait mettre un réseau primaire d'assainissement, mettre des voiries pour sortir ces populations des eaux, mais aussi pour rendre l'environnement viable. Et vous l'avez réussi? Le programme s'exécute sur 2 phases. On a terminé la première phase, parce que si nous prenons ces 5 communes d'arrondissement qui vivent sur une superficie de 750 hectares, nos études nous ont permis de subdiviser ces 5 communes en 3 grands bassins versants. Et de ces bassins versants, on a réalisé des bassins de rétention. Et à partir de ces bassins de rétention, on évacue toutes les eaux à partir des émissaires pour les jeter en mer. La première phase s'est exécutée correctement sous la supervision de APEX, de l'ONAS et de toutes les structures techniques de l'État. Cette première phase a été financée par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Mais comme vous le savez, c'est des quartiers densément peuplés et la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est la libération des emprises. On n'est pas allé au bout de ce qui a été prévu pour la première phase, mais grâce à une deuxième intervention de l'Agence française de développement, nous avons entamé une deuxième phase. Et cette phase est en cours d'exécution, toujours dans ces 5 communes d'arrondissement. Et comme je le dis, le volet assainissement occupe la première place. Ensuite, il y a la voirie et les autres aspects. Ok. Doyen Babacar Dia, ces phénomènes d'inondation, on ne connaît pas ça au niveau des SICAP, ces anciens quartiers de Dakar. Maintenant, c'est au niveau des nouveaux quartiers qu'on retrouve un peu ces inondations. À votre avis, qu'est-ce qui explique cela? Bon, merci M. Cissé. Bon, je pense que M. Gueye a bien posé le problème, parce qu'eux, ils ont un problème qui est très important. Ils sont confrontés à des difficultés, c'est la restructuration. Or, on n'aurait pas dû y aller. En fait, il fallait faire des aménagements d'abord, planifier, avoir les bassins versants, ensuite installer les voies et réseaux divers, installer les populations. On laisse maintenant les populations s'installer pour venir maintenant essayer de corriger. Et ça, c'est difficile. Comme il a dit, il y a des zones de non-efficacité qui sont là et les gens viennent s'y installer. Il faut essayer de revenir sur les fondamentaux. Vous voyez Dakar, que ce soit à la Médina, que ce soit dans les SICAP, tout ça, personne ne pouvait aller s'implanter quelque part sans être aménagé, sans que le terrain ne soit aménagé. Que ce soit la SICAP, que ce soit les HLM, il les faisait. Il y a eu Scat Urbam aussi qui a fait un travail remarquable dans la zone de Ouest-Foire et aussi dans la zone de Grand Yoff et aussi au niveau de la ZAC de Mbao. La zone, la ZAC de Mbao. Et les aménagements ont été faits. D'abord, il n'y a pas de problème d'inondation parce qu'on a respecté les fondamentaux de l'urbanisation. Et il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Sinon, on part toujours vers des corrections. Et faire des corrections sur le terrain, c'est difficile. Bon, parce que les populations sont établies, les difficultés sont là, il faut faire des aménagements, ça coûte cher et ça prend énormément de temps. Parce que bon, les populations, des fois, n'ont pas des zones de repli. Et travailler avec les populations sur place, c'est difficile. Or, si on anticipe, comme on le fait dans la zone urbaine, dans la zone périurbaine, maintenant Dakar se développe dans la zone périurbaine, on doit maintenant développer ces réseaux-là, avant que les gens ne s'installent. Et les gens, une fois que les réseaux, les voies et réseaux divers sont installés, les gens viennent pour construire. Le doyen Babacar Dia vient de le dire, l'assainissement coûte cher. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique, M. Sarou? Bien sûr qu'on a les moyens de notre politique. Je pense que j'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'on est en train de faire du rattrapage. Rattrapage sur les années passées. Je pense que vous avez entendu parler du plan décennal de lutte contre les inondations, qui a permis d'améliorer beaucoup de problèmes. Pourquoi j'ai dit qu'on est en train de faire du rattrapage? Je vous ai dit tout à l'heure, la première raison pour laquelle nous avons des inondations importantes, c'est l'imperméabilisation des sols. La deuxième raison, c'est le boom démographique, il faut le dire. Mais la troisième raison, c'est le vieillissement des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale.
Les réseaux de la Médina datent des années 70. Les réseaux des SICAP datent des années... Non, Médina 70 avant. Les SICAP des années 70 et les parcelles aussi. En plus, vous avez une explosion démographique. Tous ces réseaux sont dépassés. On aurait dû, en réalité, entamer une phase de redimensionnement des réseaux. Ce que nous avons commencé à faire cette année seulement, en 2020, sur Rebus, sur la Médina et sur la Gueule Tapée. Et comment réagissent les populations par rapport à ça? Ben, les populations de ces zones, naturellement, sont très contentes parce qu'ils savent que ça va régler les problèmes. Mais ce travail, on aurait dû le commencer peut-être il y a 20 ans, 30 ans. En fait, malheureusement, on l'a commencé tardivement. Et je pense que ça, c'est un des problèmes. En allant plus loin, on va y arriver. La deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, plan décennal de lutte contre les inondations, 70 milliards qui ont été faits. Aujourd'hui, l'ONAS a un portefeuille d'investissement de près de 260 milliards de francs CFA. La forte volonté politique existe, mais comme je dis encore une fois, nous faisons du rattrapage. Mais également, je crois qu'il y a un problème dont on a parlé, c'est le problème d'urbanisation. Vous prenez la cité Cypress de Rufisque. Elle est construite sur le lac Ndefane, l'ancien lac Ndefane, la cité Cypress. Vous allez à Kaolack, Khahoun. Mais Khahoun, c'est un bras de mer qui s'appelait Khahoun. Les gens ont construit dessus. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à régler ces fondamentaux. Où est-ce qu'on va habiter? On me dira c'est l'État qui donne les autorisations, c'est vrai. Mais je pense même si c'est l'État qui donne les autorisations, un promoteur immobilier n'a pas vocation à faire des réseaux d'assainissement. Ce n'est pas son métier. Comme un promoteur immobilier n'a pas vocation à faire des routes. Parce que les routes, quand ils les font, les routes sont reversées après dans le patrimoine de la Géroute. Quand ils font des réseaux d'assainissement, c'est versé dans le patrimoine de l'ONAS. Il faudrait que le promoteur immobilier se limite à faire ces bâtiments, mais pour ce qui concerne les routes, ce qui concerne les réseaux d'assainissement, il faut qu'on agrée des corps qui soient chargés de faire ça. Parce que là, on est sûr après qu'on n'aura pas de soucis. Je pense qu'il faut des réformes de fond. Le dernier point, j'en suis revenu tout à l'heure, il faut forcément qu'on arrive à rationaliser le dispositif d'appui, le dispositif d'intervention. L'ONAS, dans ses textes, est chargé de l'assainissement des eaux usées et les eaux pluviales. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des avancées très significatives aujourd'hui. Nous discutons ensemble avec l'ensemble des partis, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Maintenant, vous avez demandé est-ce que nous avons les moyens de nos interventions. Pour l'investissement, oui, mais il y a des difficultés sur l'exploitation. Mais ça date de 1996, quand on faisait la réforme de l'hydraulique. L'ONAS avait la part congrue, on avait tout mis sur l'eau. Mais vous ne pouvez pas traiter l'eau et traiter l'assainissement. Les deux vont ensemble. C'est ce qui avait été fait. La nouvelle réforme de l'hydraulique urbaine avec le nouveau opérateur qui est arrivé, Seno, son Excellence le président Macky Sall a donné des directives très claires à ce niveau pour que les ressources de l'ONAS soient augmentées. Ça permettrait de prendre en charge toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui à Kermassar. D'accord? Ne pas forcément attendre le budget de l'État. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Nous sommes un pays très pauvre. Et nous avons des priorités partout. L'éducation est une priorité, l'accès à l'eau est une priorité, la sécurité est une priorité, la santé est une priorité. Oui. Donc on est obligé de faire des arbitrages. Je crois que cette réforme de l'hydraulique, Babacar va revenir dessus probablement, va permettre à l'ONAS d'avoir plus de moyens pour travailler. C'est ça. Je pense que je ne dis pas qu'on n'a pas systématiquement les moyens, mais la direction qui a été donnée par son Excellence le président Macky Sall est très claire à ce niveau-là. Okay. Monsieur Dieng, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette réforme? Bon, cette réforme, je pense que ce qu'on a, l'objectif visé principalement pour le secteur de l'hydraulique urbaine, c'est effectivement continuer dans la perspective de ce qui a été fait jusqu'à présent, depuis 1996, de manière à renforcer l'alimentation en eau de la région de Dakar et surtout dans toutes les villes du Sénégal. Bon, ça c'est en voie, il y a un planning qui est fait, mais qui dit quand même consommation d'eau potable, dit aussi eau usée, à rejeter. Et là, il faut effectivement des investissements pour pouvoir canaliser des eaux usées. En même temps aussi, reprendre aussi tout ce qui est canalisation d'eau pluviale. Parce qu'il faut se rappeler que Dakar a deux réseaux. Quand vous prenez du Cap Manuel jusqu'à la route du front de terre, vous avez un réseau séparatif. Un réseau d'eau pluviale et un réseau d'eau usée. Actuellement, vous voyez au niveau des routes, il y a des avaloirs pour recueillir les eaux pluviales, mais ce n'est pas entretenu, ou bien c'est mal entretenu, il y a toujours des saletés. Ce qui fait que quand il pleut, l'eau ne rentre pas dans les canalisations, mais sur la route et elle va vers les points bas, ce qui engendre des difficultés de circulation et des inondations. Il faut donner à l'ONAS les moyens d'entretenir ces installations.
Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, c'est aussi le dimensionnement des réseaux. Actuellement, tout le monde construit en hauteur. Avant, ce n'était pas le cas. Dans les SICAP, au niveau du point E, au niveau de FAN, un niveau, c'était tout juste ce qui était autorisé. Maintenant, tout le monde construit en élévation. Donc, les consommations augmentent, les réseaux augmentent, et il faut que les réseaux soient dimensionnés pour cela. Ce n'était pas le cas. Donc, il faut refaire une étude. Donc, d'abord, régénérer tout ce qui est réseau d'eau de canalisation enterrée, que ce soit l'eau pluviale et les eaux usées, de manière à avoir un fonctionnement optimal sur ce qui existe et voir maintenant comment les renforcer. Oui. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Bon, maintenant, sans compter maintenant la zone périurbaine, comme on l'a dit. D'accord. Monsieur Gueye, on parle d'assainissement eau pluviale, d'assainissement eau usée. Quelle est la différence? Et vous, ce que vous faites sur le terrain, comment ça se manifeste pour les populations? Bon, merci. Nous intervenons plus sur le réseau eau pluviale. Et nous avons la chance, à chaque fois, on nous délègue quand même la partie la plus difficile. Parce que généralement, on travaille soit dans les villages traditionnels, soit dans les quartiers périurbains où la structuration de l'habitat social pose problème. Dans les villages traditionnels, il est très difficile de faire une restructuration. C'est la raison pour laquelle on a eu à gérer un programme financé par la Banque mondiale, le PACPUT, où on était obligé de faire des réseaux semi-collectifs. Parce que la largeur des rues ne nous permettait pas de faire les réseaux comme on le fait avec un réseau primaire, secondaire, tertiaire. Là, il fallait faire des réseaux sur des longueurs très réduites avec des stations de relèvement pour pouvoir évacuer des eaux. Et depuis plus de 15 ans, on a eu à faire ces réseaux dans les villages d'Ongor, d'Oyof, Wakam. Et jusqu'à présent, ça marche et ça règle totalement les problèmes d'assainissement. Et dans ces quartiers-là, vous entendez rarement de problèmes d'inondation parce que tout simplement, l'État était passé. Et on a réussi à faire des opérations chirurgicales pour faire passer, comment dire, ces réseaux. Déjà, vous l'avez tantôt rappelé, vous avez réalisé une opération chirurgicale pour certains quartiers de Dakar qui ne connaissent plus des inondations. Maintenant, la préoccupation, c'est comment étendre ça à toutes les régions du Sénégal. Oui, oui, on est aussi présent dans les régions de profondeur, surtout dans les régions de Saint-Louis-Matam, dans le département de Bakel, où certains quartiers vivaient des conditions très difficiles. On a réussi aussi à mettre des systèmes d'assainissement, soit en semi-collectif, soit en individuel, des ouvrages individuels. Mais le résultat est le même. De toute façon, on a réussi à régler définitivement ces problèmes d'assainissement qui se posaient dans ces quartiers du Sénégal. Monsieur Sakho, le doyen Babacar Dia en a parlé, redimensionner un peu les réseaux, qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à ça, mais également en termes d'investissement, qu'est-ce qu'il faut notamment pour les autres régions du Sénégal, parce qu'on a entendu cette année Saint-Louis parler d'inondations, Ziguinchor, on ne les entendait pas dans les inondations cette année, ils ont appelé au secours l'ONAS, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je pense qu'il a posé le problème sur lequel je suis revenu. Redimensionner les ouvrages, c'est redimensionner la taille des conduites. On a eu des inondations récemment aux parcelles. Je pensais à l'unité 15 parce que la station n'avait plus la capacité. Elle n'avait plus la capacité. Mais ça, ce n'est pas seulement les parcelles, c'est un peu partout. Mais on ne peut pas régler les problèmes, tous les problèmes d'un seul coup. Je vous ai dit, nous avons déjà commencé sur la Médina, Gueltapé et Rebus à changer toutes les conduites, 70 km de conduite, Dakar-Thiès. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. En tenant compte également d'une chose importante, les ressources de l'État du Sénégal sont limitées, les priorités sont partout. On ne peut pas mettre tout dans l'assainissement. Mais je pense que c'est la tendance qui est bonne, 260 milliards de francs CFA, c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive. Dire également que la forte volonté politique, elle se manifeste également par le fait que c'est la première fois depuis les indépendances que Kaolack va avoir un réseau d'assainissement d'eau pluviale de 15 milliards de francs CFA. D'accord? C'est la première fois également à Kaffrine, c'est la première fois à Sédhiou, c'est la première fois dans beaucoup de villes du Sénégal où ces efforts importants ont été faits, mais il faut aller de façon graduelle. On ne peut pas régler tous les problèmes en un seul coup. Mais moi, je pense qu'en face des investissements importants qui sont faits, il y a également des comportements qu'il faut changer. Le premier, il y a des comportements, il y a des réformes très importantes. Le premier comportement, je pense, c'est au niveau des populations. Vous allez remarquer que c'est pendant la saison des pluies que vous avez le plus les eaux usées qui sortent. La raison, elle est très simple. Quand il pleut, les gens ouvrent les regards. Malgré toutes les campagnes de communication que nous faisons, mais quand vous ouvrez les regards, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez le sable qui commence par rentrer, les canaux ne marchent plus et vous avez les eaux usées qui refoulent en réalité.
Donc, ce qu'on demande aux populations, c'est de ne surtout pas ouvrir le regard quand il pleut. C'est ça qui pose des problèmes. L'autre problème, je pense, Babacar en a parlé, ce sont les immeubles. Vous allez aux Almadies, vous allez au point E, vous allez à Ouest Foire. Il faut faire payer, parce que ces gens participent à la surcharge du réseau, ces gens participent à l'imperméabilisation, il faut faire payer à tous les immeubles une taxe d'imperméabilisation qui doit être payée avant la construction de l'immeuble. Est-ce qu'elle est effective? Non, elle n'existe pas. Moi, je suis en train de parler des réformes qu'il faut très rapidement mettre en œuvre. Ça, c'est la première. La deuxième chose qu'il faut faire également, aujourd'hui, vous avez un terrain de 100 mètres carrés. On construit partout. Mais quand vous construisez partout, mais l'eau va chercher un chemin pour sortir. Et ce chemin, c'est dans la rue. Et c'est ça qui amène les inondations. Il faut maintenant, dans toutes les autorisations de construire, qu'on demande aux gens au moins de laisser 2 à 3 mètres carrés ou bien 1 mètre carré de surface non couverte. Comme ça, l'eau pourra s'infiltrer dans le sol et partir. Je crois qu'il y a des réformes majeures à mettre en œuvre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Mais ça, c'est à l'État de le faire. Oui, c'est à l'État de le faire. Mais l'État fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Mais c'est des réformes que nous entrevoyons la nécessité de le faire quand nous vivons des problèmes d'inondation en réalité. Voilà. Faire payer quelqu'un qui a un immeuble de 10 étages, il a 20 appartements, chaque appartement, il le vend à 200 millions, et qu'après qu'il ne paie rien pour l'assainissement, c'est un gros problème. Je pense qu'il y a des choses à introduire qui vont permettre d'améliorer. Mais encore une fois, une chose est les investissements que l'État fait dans un contexte de raréfaction des ressources, mais il y a autre chose également, le comportement de la population qui peut être réglé, je pense, par l'éducation. D'accord. Monsieur Dian, il en a parlé, il faut peut-être investir davantage sur la sensibilisation des populations pour qu'au moins certaines attitudes, qu'on puisse les laisser tomber. Oui, effectivement, il a posé un problème fondamental. C'est en fait le type d'assainissement qu'il faut mettre en place selon les options d'urbanisation qui sont choisies. C'est pourquoi avant, du temps vraiment où on faisait les études beaucoup plus correctement, on faisait d'abord une étude de plan stratégique d'assainissement pour savoir quel est le type d'assainissement qui convient dans ces zones, compte tenu de la nappe, compte tenu de l'environnement, compte tenu de beaucoup d'autres caractéristiques d'ordre environnemental. Ça, on ne le fait plus. On vous aménage 150 mètres carrés, comme il dit, 150 mètres carrés. Quand une famille, il y a à peu près 8 à 10 personnes, vous voulez que la population, que les habitants soient dans ces 150 mètres carrés, sans assainissement, sans rien, mais c'est difficile. Souvent, il y a des problèmes pour pouvoir faire une fosse. Et ensuite, aussi, essayer de drainer aussi les eaux pluviales, parce que les rues sont étroites. Et tout ça montre qu'en fait, on n'a pas fait d'études assez poussées pour pouvoir vraiment avoir une zone d'aménagement bien établie, pour que les gens puissent s'installer. Ensuite, bénéficier de toutes les conditionnalités, c'est-à-dire avoir l'accès à l'eau potable, avoir un système d'assainissement qui est adapté au contexte, soit un assainissement individuel, soit un assainissement collectif, pour pouvoir aussi évacuer les eaux pluviales, avec les bassins versants qui sont bien encadrés. Ensuite aussi, réutiliser aussi les eaux pluviales. Parce que les eaux pluviales, leur destination, c'est aussi de faire des étangs, des bacs de rétention, pour pouvoir réalimenter la nappe. Parce que tout est perméabilisé actuellement sur le Cap-Vert. Ce n'était pas le cas. Ouais. Et c'était une politique qui était adoptée et qui avait permis, là où il y a actuellement le bassin dans la zone de captage, qui était destiné à recevoir des eaux pluviales, maintenant ne reçoit plus des eaux pluviales, mais uniquement des eaux usées. Et ça, ce n'est pas la fonction qui était destinée à cet ouvrage-là. Ouais. Donc, il faut qu'on revienne dans les fondamentaux de l'aménagement urbain et périurbain. Et ça, il faut qu'on le fasse dans tous les pays. Que ce soit à Dakar ou dans les autres régions, il faut revenir aux fondamentaux, faire une étude stratégique d'assainissement pour définir le type d'assainissement qui convient, le type d'habitation qui convient, ainsi de suite, pour pouvoir mettre en place les VRD et mettre les populations dans des conditions favorables de développement et surtout de développement humain. M. Gaye, par rapport à tout ce qu'on a entendu, il y a l'impact de l'homme par rapport à ces phénomènes d'inondation. Qu'est-ce que vous conseillez pour au moins qu'on puisse éviter ça? Bon, il faut souligner l'important travail quand même que le ministère en charge de l'urbanisme fait depuis toujours avec ce qu'on appelle les zones d'aménagement concerté dans ces ZAC. Je prends l'exemple de Mbao, la ZAC de Mbao. Les gens ne vivent pas de problème, ils n'ont pas de problème d'inondation parce que tout simplement, on a mis d'abord les réseaux, on a mis la voirie,
avant que les populations ne s'installent. Prenez l'exemple de la ZAC de Thiès que AGETIP aussi a réalisé. On a mis les réseaux, les voiries, il n'y a pas de problème. Et je sais que, parce que nous travaillons aussi étroitement avec ce ministère, le ministère de l'Urbanisme, dans le programme du président, dans le programme des 100 000 logements, c'est ce volet qui est mis en avant. On fait d'abord les aménagements avant que les promoteurs ne viennent pour prendre possession des sites et ça va régler la préoccupation de M. Lansana Gana Sakho. Comme je vous l'ai dit, on a la chance d'être avec tout le monde, de travailler avec tous les ministères et nous sommes quand même au fait de dispositions que l'État a pris à bras le corps pour pouvoir solutionner définitivement, comment dirais-je, ces problèmes que nous rencontrons. Okay. M. Gueye vient de le dire, il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas lieu également de revoir le code de l'assainissement, le code de l'environnement et le code de l'urbanisme? Oui, je pense qu'il faut commencer par revoir le code de l'urbanisme. Commencer par revoir le code de l'urbanisme sur des fondamentaux qui sont pratiques. J'ai parlé un peu de la taxe d'imperméabilisation. Vous ne pouvez pas faire un immeuble de 10 étages avec 20 appartements que vous vendez chaque appartement entre 100 et 150 millions et ne rien payer parce que vous participez à l'imperméabilisation des sols. Il faut revoir le code de l'urbanisme. On ne doit plus laisser qu'une personne faire une maison sans laisser au moins 1 mètre carré pour que l'eau puisse s'infiltrer quand il va pleuvoir. Il faut revoir le code de l'urbanisme. À mon humble avis, les autorisations de construire. Bon, je pense que l'État aurait vachement intérêt à déléguer à certains architectes l'autorisation de les donner à travers le ministère. Et il faut respecter un certain nombre de choses pour avoir l'autorisation de construire. Ça pourrait régler beaucoup de problèmes. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut. J'ai dit encore une fois, on n'a pas forcément un problème d'inondation, mais nous avons un problème d'aménagement de territoire. Après, il faut maintenant continuer la sensibilisation. Et il faut éviter qu'on aille construire sur le lac Réfane qui est à Rufisque. Il faut éviter que dans certaines zones qu'on construise. Maintenant, on parle de requalification. On peut requalifier, mais il y a des zones où il faut déménager les populations. Il n'y a pas de solution. Il y a des zones où il faut déménager les populations. Est-ce que vous travaillez dans cette dynamique? L'État travaille de façon globale. C'est une fonction transversale, très importante, avec certaines sensibilités, naturellement. D'accord. Il faut vraiment qu'on arrive à changer de paradigme dans le fond pour régler fondamentalement. Sinon, tous les investissements très importants, forte volonté politique qui sont en train d'être faits par l'État du Sénégal risquent de ne pas donner les résultats escomptés. Je pense que le doyen Babacar, que je salue, qui est vraiment un monument du secteur, qui a apporté une très forte valeur ajoutée. Moi, j'ai travaillé dans l'eau avant de venir dans l'assainissement, a posé également un problème très important, c'est la planification. C'est le type d'assainissement. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'assainissement collectif est un suicide pour les États africains. Vous allez à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, 90% des maisons ont des fosses septiques. L'ambassade des États-Unis, qui est aux Almadies, ils ne sont pas branchés à l'égout. Financièrement, nous n'avons pas les moyens de continuer dans le système d'assainissement collectif. Mais vous proposez quoi? Il faut aller dans des fosses partout, des fosses septiques, avec des fosses qui sont faites suivant des normes. Voilà. C'est ça que je dis. Le maçon n'a pas vocation à faire des fosses. Ce n'est pas son métier. Oui. Vous avez des fosses, si vous les mettez, vous allez vider 2 fois par année. Mais tout le monde va aller à l'assainissement collectif parce que c'est plus facile. Et ça n'est pas la solution. Tous les pays africains qui ont essayé ce système ont mis beaucoup d'argent, mais ne sont jamais arrivés à trouver des solutions. Et je crois qu'il faut aller sur ça. Tout à fait. Tout à fait. Parce que bon, l'assainissement individuel est une technologie qui est très appropriée, mais qui doit être mise en œuvre dans des conditions bien définies. Et comme il a souligné, avant d'opter pour cette solution, il faut bien faire des études stratégiques d'assainissement qui vous permettent de dire, et ensuite de dire, bon, voilà le type d'assainissement que je vais mettre. S'agissant de l'assainissement individuel, il faut aussi qu'on change aussi de stratégie. Il faut qu'on arrive à faire des kits. Des kits. Mais actuellement, on les construit avec du béton. On construit la fosse avec du béton, on construit la cabine avec du béton, la cunette avec du béton, ainsi de suite. Il faut qu'on aille vers des matériaux beaucoup plus adaptés et qui peuvent être fabriqués en série. De ce fait, on les pose une fois à l'endroit avec des équipements adéquats. Tout à fait. Et ça permet d'accélérer la cadence d'accès à l'assainissement et en même temps aussi d'avoir des ouvrages fonctionnels qui permettent aux populations de disposer d'un système d'assainissement convenable. M. Gueye, vous êtes dans cette dynamique dans vos ouvrages.
Absolument. On a eu à réaliser plus de 60 000 d'ouvrages individuels dans la région de Dakar, c'est le financement de la Banque mondiale. C'est une solution qui marche. Maintenant, pour certains endroits, je pense qu'il va falloir nuancer. On ne peut pas mettre partout des ouvrages individuels. Pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, on a standardisé pratiquement les maisons à 150 mètres carrés. Et avec 150 mètres carrés, c'est difficile de trouver même une place pour la force. Donc, il faut le faire au cas par cas ou zone par zone. Il va falloir le nuancer. Il y a des zones où on ne peut pas mettre de réseau, dans tous les cas. La structuration de l'habitat est telle qu'il faut des ouvrages individuels, naturellement. Oui. Et c'est une solution qui marche. Okay. Maintenant, l'autre solution aussi, il y a des zones qui nécessitent à ce qu'on mette des réseaux carrément pour permettre à ces gens qui ont de petites surfaces de pouvoir mieux optimiser l'occupation. Oui. Monsieur Gueye, votre casquette, c'est vous êtes également maire de Ndiandane, c'est une collectivité locale vers Podor. Est-ce que par rapport à votre collectivité locale, vous travaillez en symbiose avec l'ONAS pour un peu la réalisation de ces réseaux d'assainissement dans votre localité? J'aurais bien aimé que l'ONAS vienne au nord parce qu'ils ne sont pas très présents, je pense, en tout cas dans nos communes rurales. Ouais. Ça, c'est la réalité. Nous avons plutôt des problèmes quand même de drainage des eaux pluviales parce qu'au Fouta, c'est l'argile. Il y a un problème de perméabilité des sols. On est obligé, nous, d'avoir des ouvrages individuels, mais pour le drainage des eaux pluviales aussi, nous rencontrons des problèmes parce qu'il y a le niveau du fleuve, comparé au niveau des habitations, vraiment ça pose des problèmes, mais on est en train quand même de faire des efforts pour pouvoir drainer les eaux à des endroits bien indiqués. ONAS, collectivité locale, quel est le partenariat, comment vous travaillez ensemble? Nous les accompagnons pour certaines collectivités locales à lever des fonds auprès de la coopération décentralisée et nous accompagnons aussi dans la réalisation des plans. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les problèmes vont se régler de façon graduelle. Je rappelle simplement que la compétence de l'ONAS au niveau rural a été, je pense, le décret est sorti il y a juste 2 ans. On était essentiellement concentré dans les zones urbaines. Mais c'est un pas important d'étendre le champ de compétences de l'ONAS également. Donc, il y a un dialogue permanent. Nous avons même un protocole avec l'Association des maires du Sénégal, l'AMS, pour les accompagner. Et ça, les maires ont également un rôle très important, je pense qu'ils vont jouer dans le cadre des programmes de lutte contre les inondations, c'est le désensablement. D'accord, les maires sont supposés chargés d'effectuer le désensablement. Certains le font, d'autres n'en ont pas les moyens, il faut être objectif et le dire. Mais je crois que moi, je vais appeler pour qu'on fasse un bémol sur le pavage. Vous avez des campagnes de pavage systématiques qui sont un problème. Parce que quand vous pavez, l'eau n'a plus où passer et après, ça crée des inondations. C'est ce qu'on appelle imperméabilisation des sols. Il y a des systèmes de pavage systématiques, mais qui, après, on a le revers de la médaille. Je crois que la réflexion doit être plus poussée que ça et qu'on doit travailler de façon concertée avec l'ONAS avant de faire des programmes de pavage. Et pour le plan décennal de lutte contre les inondations, on parle de 750 milliards, on est pratiquement à 2 ans. Quel bilan vous faites? Le bilan qu'on fait sur le plan décennal de lutte contre les inondations, c'est ce plan qui a permis aujourd'hui qu'après l'hivernage, les gens ne restent pas dans les écoles pendant 3-4 mois. C'est ce plan qui a fait qu'aujourd'hui, après l'hivernage, la foire de Dakar n'est pas un lieu où habitent les sinistrés. C'est ce plan qui a permis aujourd'hui qu'au Parcelles Assainies, nous n'avons que 2 unités qui ont des problèmes, c'est l'unité 15 et l'unité 17. C'est ce plan qui a permis de faire ce qu'on appelle la conduite de Kernian, la station de drainage des eaux pluviales de Kernian. Nous sommes effectivement à plus de 700 milliards de francs CFA. On a fait beaucoup de progrès, mais comme je vous l'ai dit, c'est un processus assez long et c'est sur la durée. Nous sommes déjà en train de voir les résultats. C'est ce plan qui a fait que cette année, l'hôpital Philippe Maguilène Senghor n'a pas connu d'inondation. C'est ce plan qui a fait que cette année, les HLM de Rufisque n'ont pas connu d'inondation. Les chiffres sont disponibles. J'ai vu la presse demander où est passé l'argent. L'information, il faut aller la chercher et vous la trouverez systématiquement. Monsieur Dieng, est-ce qu'il y a lieu peut-être de restaurer les voies naturelles d'évacuation des eaux? Tout à fait. Bon, vous savez, l'eau... Surtout que Dakar, c'est une presqu'île. Voilà. Effectivement. Et c'est ça un peu l'aberration, parce que Dakar est une presqu'île. Avant, il y avait tous les canaux allaient vers la mer. Et les canaux, pendant la saison sèche, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Actuellement, pendant toute l'année, vous avez des eaux usées qui sont canalisées et qui vont vers les canaux. Ça, c'est inadmissible. Parce qu'effectivement, les réseaux
d'eau usée ne fonctionne pas. Et il y a des débordements et ça va vers les canaux. Tous les canaux qui étaient des canaux de drainage des eaux pluviales, actuellement drainent des eaux usées. Que ce soit le canal 4, que ce soit le canal de la route du front de terre, avec le bac, la zone d'inondation qui a été d'infiltration qui était prévue, mais il y a des problèmes. Ensuite, l'autre problème que nous avons aussi, bon, je pense que l'enseignant va l'aborder, c'est l'assainissement industriel. Parce que aussi toutes les stations d'essence, les restaurants, les hôtels, tout ça, rejettent dans les réseaux et c'est des problèmes de fonctionnement normal des réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de matières grasses, il y a aussi des matières toxiques et cela ne va pas du tout, c'est pas du tout une bonne chose pour les canalisations et les ouvrages, surtout les ouvrages de reprise et tout ça. Et là aussi, dans l'assainissement industriel, il y a des efforts qui doivent être faits. Je pense qu'ils ont déjà un projet pour la baie de Hann. Et je pense que ça va solutionner les problèmes. Mais là aussi, comme il l'a dit, c'est le nerf de la guerre, il faut des redevances. Surtout la notion de pollueur-payeur. Bon, il faut qu'on la mette en évidence. Ça a été identifié comme moyen de ressources pour l'ONAS. Il faut qu'on donne à l'ONAS les moyens de faire sa politique. Oui. Monsieur Sarro, là, vous avez un avocat qui défend un peu la cause de l'ONAS, notamment sur l'assainissement industriel. Écoute, comment vous travaillez avec ces industries? Écoute, il connaît très bien le secteur, je pense, je l'ai dit à l'entame de mes propos. Ce point, il y a deux points très importants qui viennent d'être soulignés. Le premier, c'est l'assainissement industriel. Quand vous avez un restaurant, quand vous avez une station d'essence, vous rejetez des matières grasses. Avant de vous connecter sur le réseau, il y a des préalables que vous devez respecter. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes en train de travailler pour régler ça. Les industriels qui ne se sont pas mis aux normes, ce qu'on va faire, on va les tamponner. Ils n'auront plus accès au réseau. Ça, c'est la première. La deuxième chose importante dont tu viens de parler, on entend toujours les gens nous dire qu'il faut fermer le canal 4, il faut fermer le canal 6. La vocation du canal 4, ce n'est pas d'être fermé. La vocation du canal 4, c'est de recueillir les eaux pluviales et de les drainer à la mer. Voilà. Si vous fermez le canal 4, ça va être pire. Vous allez inonder partout. Ce que nous avons, c'est un problème de comportement. Voilà. Un canal à ciel ouvert, ce n'est pas un dépotoir d'ordures. Oui. Tout le problème, il est là. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, l'État fait de gros efforts, mais si on ne change pas nos comportements, quels que soient les moyens qui seront mis à disposition, on aura toujours des inondations. Tout le problème est là. Vous savez, une ville citadine, elle obéit à un minimum de règles que nous devons tous respecter. Une ville citadine ne va pas avec jeter la poubelle dans la rue. Une ville citadine obéit appelle à un certain nombre minimum de comportements si nous voulons nous en sortir. Ce n'est pas seulement les déchets liquides, mais c'est également le même problème sur les déchets solides. On va continuer à faire le travail de sensibilisation, mais c'est important qu'on dise ici, fermer un canal à ciel ouvert n'est pas envisageable. La fermeture du canal 4 n'est pas envisageable. Ce qui doit être envisageable, c'est qu'on change nos comportements. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au changement de comportement? Est-ce qu'il y a des plans de communication? Est-ce qu'il y a des plans de sensibilisation à l'endroit de ces populations? Parce que, comme vous le dites, ça ne sert à rien de créer des réseaux si après les populations viennent boucher ces réseaux-là. Ça confirme ce que je viens de dire. L'assainissement collectif est un suicide économique pour les pays africains. Il faut arrêter. Ça n'est pas la solution. Malheureusement, un changement de comportement, un changement de comportement à certains niveaux de décision, c'est très, très, très difficile. Il faut quelqu'un qui dise, à partir d'aujourd'hui, on arrête, je ne fais plus d'assainissement collectif, je fonce à l'assainissement individuel. Les gens vont parler, peut-être c'est normal, mais après, ils verront que c'est la solution. Vous savez, si on avait des systèmes d'assainissement collectif, individuels, qui marchaient très bien, des fosses standardisées, vous ne verrez pas une goutte d'eau usée aux parcelles assainies aujourd'hui. Vous ne verrez pas. En plus, derrière, c'est générateur d'emplois aujourd'hui, parce que vous avez une économie circulaire qui est construite autour de tout ça. C'est la solution, il n'y en a pas d'autre. L'assainissement, ce n'est pas que seulement Dakar, les régions également en ont besoin. Au niveau de l'AGETIP, est-ce que vous intervenez dans les régions pour améliorer les conditions des populations, notamment en termes d'assainissement? Oui, je voudrais, avant de répondre à cette question, quand même rebondir sur l'aspect changement de comportement. Des populations. Et ça, c'est important et nous avons la chance de gérer un programme d'assainissement adossé à un programme de changement de comportement. Ce programme-là a été financé par la Fondation Bill Gates et cela nous a permis, sur 1000 villages qu'on avait ciblés, qu'on avait déclenchés,
de travailler sur le changement de comportement. Il y avait des problèmes de défécation à l'air libre, il y avait un problème d'assainissement, de gestion de l'environnement. Et sur ces 1000 villages, les 950 ont célébré la fin de défécation à l'air libre. Les populations ont construit par elles-mêmes des latérines avec un dispositif de lavage des mains, avec les fosses septiques étanches. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont construit à partir d'un programme de changement de comportement. C'est un processus maintenant très long. Parce que généralement, les gens ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire. Mais des fois, elles ne savent pas, ou bien elles pensent qu'elles n'ont pas d'autres solutions, alors que les solutions existent. Maintenant, il faut initier des programmes de changement de comportement, aller vers les populations. C'est un problème d'ingénierie sociale que nous devons généraliser. En tout cas, on a un bel exemple que nous avons réussi à faire dans les régions de Tambacounda, de Mbaké, de Matam, et qui ont donné des résultats extraordinaires. Oui. Et je pense que nous devons étendre ce programme dans les régions de Dakar et les autres régions qui vivent encore ces problèmes de comportement. Comme je l'ai dit, on est partout, avec le PEPAM rural, avec la direction de l'assainissement, avec l'ONAS, avec les autres directions techniques de l'État pour faire de l'assainissement partout au Sénégal. Okay. Doyen Babacar Dia, l'assainissement pour tous, un défi à relever, est-ce que c'est possible pour le Sénégal? Ah oui, c'est tout à fait possible. Hein. Il faut parce qu'effectivement, dans les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6, nous devons tendre vers cela. Mais comme on l'a dit partout, surtout M. Ansana et M. Gueye, c'est qu'il faut qu'on choisisse des orientations bien ciblées, avec une stratégie bien connue pour pouvoir y atteindre, notamment en développant l'assainissement individuel. Parce que l'assainissement individuel, je pense qu'effectivement, c'est la meilleure voie. Mais il faut aussi qu'on change aussi de technologie, il faut qu'on change d'approche, il faut qu'on sensibilise les populations et surtout qu'on fasse aussi des plans de gestion environnementale et sociale, de manière à préserver aussi les nappes, à préserver l'environnement. Et c'est ça l'avenir. Et si nous avons je pense qu'avec les projets qu'ils ont au niveau de l'assainissement, notamment votre projet pour le développement de l'assainissement autonome, je pense qu'il y a des chances pour qu'on y aille. D'autant qu'avec l'assainissement individuel, on veut développer maintenant la gestion des boues. La gestion des boues, c'est une autre activité et qui va aussi créer des emplois et qui va aussi améliorer les conditions de fonctionnement des latrines, en même temps aussi avoir aussi de l'engrais. Parce que les boues sèches qui proviennent des stations de boues de vidange peuvent être des assolements pour les vergers, notamment pour l'agriculture d'une manière générale. Et je pense que ça, c'est une orientation qui a donné de bons résultats dans d'autres pays, notamment en Asie, et sur lesquels nous devons nous orienter. Ça permet d'avoir un assainissement correct, en même temps aussi d'avoir aussi des politiques, de réutilisation des déchets. Oui, merci. Monsieur Sarro, l'assainissement pour tous, un défi à relever, est-ce que c'est un objectif qu'on peut atteindre à moyen ou long terme? C'est un objectif qu'on peut atteindre à long terme, bien sûr. Mais il faut qu'on fasse les bons choix stratégiques du team d'assainissement. Mais je pense que c'est jouable. Le Sénégal a fait énormément de progrès, malgré les difficultés que nous vivons. Je pense qu'en Afrique au sud du Sahara, hormis l'Afrique du Sud, je pense que nous avons des taux d'accès à l'assainissement les plus importants, surtout de l'Afrique au sud du Sahara, hormis l'Afrique du Sud. Quels sont les chiffres? On tourne, l'année dernière, je pense qu'on tournait autour de 60% de taux d'accès amélioré, ce qui est complètement différent des ODD, où on parle d'accès sécurisé. Donc il faut remettre la balance à zéro et remonter. Et le Sénégal a fait des efforts très, très importants. Quand on faisait la première station d'épuration de Cambérène, je pense que c'était dans les années 80, la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de faire sa première station d'épuration, près de 40 ans après. Le Sénégal a fait énormément d'efforts qui sont faits, mais il y a également un gap très important. Et je crois que les investissements qui sont actuellement en cours vont permettre d'améliorer significativement le taux d'accès. En termes de partenariat, quelle appréciation vous faites un peu d'initiatives citoyennes comme Touba Sakanam qui participent un peu à mettre en place un réseau d'assainissement à Touba avec des citoyens qui mettent la main à la poche? Je pense que c'est un acte très important à saluer. Qui doit être encadré.
Mais je pense qu'il faut également dire que moi, je suis originaire de Diawara, Soninké. Vous allez à Demankane, vous allez à Waoundé, vous allez à Yafera, vous allez à Ourossogui. Je pense que des actes comme ça sont posés depuis près de 40 ans. Ils construisent des écoles. Ils construisent des écoles, ils font des forages, ils font des cases de santé. C'est ce qui se fait aujourd'hui à l'image de Touba. Je pense que c'est des actes à encourager. Vous allez dans le sud de la Casamance également, c'est exactement la même chose. C'est très bien, mais je pense qu'il ne faut pas oublier de dire que ces actes, vous avez d'autres communautés qui le font depuis plus de 40 ans. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous allons, pour terminer, parler de perspectives et de messages. Doyen Babacar Dieng, quelle perspective vous avez par rapport à l'assainissement et quel message vous partagez? Bon, un message d'optimisme, hein, pour dire que le Sénégal s'est inscrit dans une politique de développement qui prend en compte la gestion de l'environnement, particulièrement les EDD6. Et dans cette voie, je note avec ce que vient de dire Lassana et M. Gaye qu'il y a des politiques qui sont déjà initiées, il y a des projets qui sont en cours. Bon, et maintenant, dans la mise en œuvre, il faut effectivement que nous puissions aussi prendre en compte certaines problématiques que nous avons soulignées, notamment l'aménagement urbain, aussi que nous revoyons aussi la politique aussi des choix en ce qui concerne l'assainissement, d'une manière l'assainissement autonome notamment, pour voir quelles sont les conditions qui vont nous permettre de réaliser beaucoup d'ouvrages dans les zones périurbaines et surtout dans les zones rurales, compte tenu quand même de la possibilité que nous avons d'avoir quand même des ouvrages préfabriqués qui peuvent être montés rapidement et offrir aux populations un service quand même convenable au point de vue assainissement. Et notamment aussi, développer aussi le traitement des boues de vidange. Parce que là aussi, quand vous développez l'assainissement individuel, il faut maintenant continuer la chaîne, avoir maintenant des stations de traitement de boues de vidange. Actuellement, il n'y en a que 5 ou 6 qui existent, il faut les multiplier. Et je pense que l'ONAS est dans cette zone-là, dans cette optique, avec la Fondation Bill Gates. Oui. Monsieur Gaye, DG de l'AGETIP, en termes de perspectives et de messages, qu'est-ce que vous dites? Bon, comme vous le savez aussi, c'est une problématique qui interpelle les collectivités territoriales. Et pour la plupart des collectivités bénéficiaires du financement PACASEN, projet d'appui aux communes et aux agglomérations, pour un montant de 130 milliards, la plupart des communes ont retenu dans leur plan triennal d'investissement, en tout cas, un projet d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales. C'est le cas de la commune de Matam, où nous allons faire une dizaine de kilomètres de réseau. C'est le cas pour Touba, où on a déjà bouclé une étude, mais on attend que les différents intervenants choisissent leur tronçon, parce que ça coûte cher, pour nous permettre, nous aussi, d'entrer dans la danse. En tout cas, ce sera sous la supervision de l'ONAS. Il y a d'autres collectivités que je pourrais citer pour vous dire que ce problème interpelle tout le monde et les maires ne sont pas en reste. Et heureusement que le président a mis à leur disposition, en tout cas pour 123 collectivités territoriales, un montant de 130 millions. Et c'est aux maires de définir les priorités. Et parmi ces priorités, il y a l'assainissement et je pense que c'est une belle perspective pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Monsieur Sakho, en termes de perspectives et de messages, surtout pour ces populations qui sont encore dans l'eau. Ok, perspective, je pense qu'il y a 3 grands axes sur lesquels il faudrait qu'on travaille rapidement. Revoir la cohérence institutionnelle, rationaliser les dispositifs d'intervention dans le secteur de l'assainissement. Ça, c'est la première chose, je pense qu'il faudrait qu'on fasse très rapidement. Il faut revisiter le code de l'urbanisme et le code de l'assainissement pour pouvoir les adapter au contexte dans lequel nous vivons. Je pense qu'on a parlé d'assainissement autonome et qu'il faut développer. Ma conviction profonde est que l'assainissement collectif est une approche suicidaire. C'est très coûteux, ce n'est pas forcément adapté à nos cadres de vie. Il faut qu'on regarde un peu ce qui se fait en Asie. Le dernier point, je pense que le message d'espoir. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à 260 milliards de francs CFA d'investissement. Depuis les indépendances, c'est la première fois que nous allons, parce que vous avez parlé de villes de l'intérieur, avoir un système d'assainissement à Tamba. C'est la première fois que nous allons l'avoir à Kaffrine, c'est la première fois que nous allons l'avoir à Sédhiou, et c'est la première fois que nous allons l'avoir également à Matam. Cambérène, tout près, c'est la première fois qu'on va avoir un système d'assainissement. Kaolack, c'est la première fois qu'on a un système d'assainissement de 15 milliards de francs CFA. La volonté politique existe. À Cambérène, vous avez une solution?
À Cambérène, il y a deux problèmes, en fait, il faut dire. Cambérène recevait plus de 60% des eaux usées de Dakar. Cambérène n'avait pas un système d'assainissement d'eau usée, n'avait pas. Je pense que le président l'a corrigé. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à Cambérène un système d'assainissement d'eau usée. Cambérène a un système d'assainissement d'eau pluviale qui est relativement dépassé. La capacité, comme ce qui se passe un peu partout ailleurs, nous sommes en train de travailler pour voir comment régler ce problème. Mais comme je dis, il n'y a pas que Cambérène où nous avons un problème de capacité du système d'assainissement d'eau pluviale, il y en a un peu partout. C'est ça que je dis. Le message d'espoir, vous ne pouvez pas travailler pour l'État du Sénégal et ne pas souhaiter faire d'excellents résultats. Il faudrait bien qu'il y ait un général des sapeurs-pompiers qui s'appelle le général Sec, qui est au front. Il faudrait bien qu'il y ait un directeur général de l'ONAS qui est au front pendant ces périodes difficiles. Mais c'est parce que la mission est difficile qu'elle est exaltante. Mais on ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions. Mais les solutions, pour les trouver, il faut également qu'on soit accompagné par les populations. Leur rôle est déterminant. On en parlait tout de suite de certains actes. Certains ne sont pas de l'incivisme, c'est de la méconnaissance. Je pense qu'il faut travailler, continuer à travailler sur l'éducation. Et je crois qu'on peut arriver à trouver des solutions. Merci beaucoup. Sensibiliser davantage les populations sur ces questions d'assainissement pour avoir des résultats probants pour le Sénégal. Voilà le maître mot de la fin de cette émission. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Bélissi, merci à Cheikh Saïd Boudiagne et merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la mise en onde de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la RTS.